Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je pense que tout le monde a eu le temps de se connecter. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la qualité de vie et aux conditions de travail. Nous sommes trois intervenantes spécialisées sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail à animer ce webinaire. Donc, Carole Taudière, spécialisée sur ces questions et travaillant à Syndex depuis 10 ans. Je suis basée à Bordeaux. Bonjour, je suis Julie Chambon, je suis intervenante également sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail et je suis basée à Lyon. Et puis, est présente également aujourd'hui Catherine Jordery, une intervenante spécialisée sur ces questions qui participera aussi aux réponses que vous pourrez écrire dans le chat. Alors, avant de débuter, quelques informations pratiques. Vous recevrez cette présentation par mail dans les prochains jours. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site de syndex.fr, de même que le replay de webinaires précédents, des podcasts, des fiches pratiques, des actualités sectorielles et juridiques, et puis les dates de nos prochaines matinées débats, notamment sur les sujets de conditions de travail qui sont organisés sur nos différents sites en région. On va pouvoir débuter cette présentation. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le module de questions sur votre interface. N'hésitez pas à le faire. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible au fur et à mesure de la présentation. Mais on gardera évidemment du temps à la fin de la présentation pour prendre des questions à l'oral et pouvoir échanger avec vous. Si vous avez un problème de son que vous n'entendez pas, vous pouvez vous connecter à la salle avec votre téléphone en composant le numéro indiqué dans le mail d'invitation. Alors, pour vous donner quelques repères déjà dans notre présentation, précisons, alors attendez, pardon, évidemment, je prends mes marques. Précisons, donc elle va se décliner en 3 étapes. On va d'abord préciser un peu le cadre réglementaire dans lequel on évolue quand on parle de qualité de vie au travail. Et puis ensuite, bizarrement dans ce sens-là, mais d'abord on parlera du cadre réglementaire et ensuite on prendra le temps de définir le terme de qualité de vie au travail parce qu'il englobe un champ relativement vaste que le terme n'aide pas vraiment à préciser de quoi on parle. Donc, on prendra un peu quelques repères dans la définition du terme et des différents champs qui le recouvrent. Et puis ensuite, on vous proposera finalement une démarche pour vous permettre d'aborder votre négociation en étant outillé, bien outillé. Alors, le cadre réglementaire, donc, il est relativement simple, mais d'abord un petit détour finalement par l'histoire, parce que c'est un terme qui peut paraître un terme nouveau, parfois il est un peu qualifié de terme gadget. C'est un terme qu'on utilise depuis une petite dizaine d'années en France, qui a intégré le Code du travail en 2016, mais finalement qui se trouve dans une totale continuité historique sur la question des conditions de travail et de toutes les démarches qui sont réalisées de longue date, et notamment par les syndicats, pour améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Et c'est important de comprendre finalement cette continuité historique parce que ça permet d'en définir le périmètre et de définir le terme. Alors, si on parle un peu de cette continuité historique, on a d'abord eu des accords sur les conditions de travail. Le terme premier qui était utilisé en 1975, c'était des accords sur les conditions de travail. Ensuite, on a eu un accord sur le stress en 2008, où on changeait un petit peu de terme, mais quand on regarde le contenu des accords, on ne va pas le faire ici, mais on note vraiment une réelle continuité historique sur l'utilisation des termes et de leur contenu. Et puis ensuite, en 2013, on a un accord national interprofessionnel sur la QVT, qui est finalement le fondement du terme tel qu'il est utilisé dans le Code du travail. Alors, ce texte-là, il faut que vous l'ayez en tête. Il est important, il est caduc maintenant puisque c'était un accord 2013-2017. Néanmoins, c'est dans cet accord-là que le terme QVT est défini et c'est autour de cette définition-là que le Code du travail a intégré en 2016 donc le terme qualité de vie au travail. Alors, depuis toujours, ce terme est un terme qui ne parle pas forcément aux personnes de but en blanc et c'est certainement pas un hasard si cette année, en août, il a été un petit peu redéfini. Donc, depuis le mois d'août, on ne parle plus de QVT réellement, mais on parle de QVCT, c'est-à-dire de qualité de vie et des conditions de travail.
Ça prendra effet en mars 2022, mais depuis le mois d'août, la modification est faite et ça va bien nous aider pour pouvoir voilà, faire comprendre ce que ce terme peut recouvrir et du coup, ce que l'on peut mettre dans une négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, le cadre réglementaire est simple, il tient, vous allez voir, en 2 slides. D'abord, on a une obligation de négocier. Donc, le Code du travail prévoit une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Évidemment, quand il n'y a pas de section syndicale, le CSE peut être le négociateur, on va dire. Alors, cette négociation, elle a lieu tous les ans quand il n'y a pas d'accord et jusqu'à 4 ans. Et ça, c'est l'accord qui va spécifier la fréquence de renégociation qui peut se situer entre 1 et 4 ans. Le contenu de la négociation. Alors, il a un petit peu évolué depuis le mois d'août de cette année. Ce qui était depuis 2016 dans le Code du travail, c'est 7 sous-thèmes de négociation. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que les thèmes sont précis, mais non limitatifs. C'est-à-dire que ça prévoit 7 sous-thèmes de négociation, mais ce n'est pas restrictif. Depuis que le terme QVT est dans le Code du travail, on a toujours pu négocier ces 7 thèmes de négociation et tout le reste. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que, eh bien, vous allez voir, les thèmes ne parlent pas de conditions de travail. Donc, on pourrait se dire finalement quel est le lien entre la QVT et les conditions de travail. Donc voilà, 7 thèmes de négociation, donc l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les mesures permettant de lutter contre toutes les discriminations, les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d'un régime de prévoyance, l'exercice du droit d'expression direct et collectif des salariés et les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. Ça, je les lis parce qu'il faut les connaître, mais évidemment, on va revenir sur le contenu d'une négociation possible et utile pour vous, parce que ces thèmes sont quand même restent larges et assez éloignés finalement de l'organisation du travail. Alors ça, c'est ce qui était mentionné avant l'ajout en 2021, donc cet été. Depuis cet été, il est prévu un autre thème de négociation finalement, puisque maintenant, la négociation peut porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Donc là, on est effectivement plus à l'aise parce que le terme qualité de vie au travail est explicitement, avant c'était induit, aujourd'hui c'est explicite, le lien est fait entre qualité de vie au travail et conditions de travail. Alors, il reste que dans le Code du travail, eh bien, nous n'avons toujours pas de définition sur la QVT. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse QVT? Et donc, eh bien, il faut qu'on fasse un petit effort de définition pour que vous puissiez en comprendre l'ensemble des paramètres. Alors, de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail? D'abord, c'est un terme qui a souvent été utilisé pour parler de mesures qui sont sans lien véritable avec les conditions de travail. Souvent, les personnes ont fait l'expérience que dans leur entreprise ou dans leur structure, QVT, c'est souvent associé à des mesures, alors que nous, on appelle un peu pour plaisanter des mesures de câlinothérapie, c'est-à-dire des mesures qui vont être, par exemple, la conciergerie, la livraison de paniers de légumes, les salles de sport, le massage, le baby-foot. Voilà, toutes ces mesures qui sont finalement des mesures que l'on va dire de compensation, qui consistent à aider les salariés à faire avec les conditions de travail dégradées. On va, par exemple, apporter des services paramédicaux, des massages, même, par exemple, des ostéopathes qui vont avoir des permanences dans les entreprises. Ça, c'est pour faire avec la pénibilité du travail. On va apporter des loisirs au sein de l'entreprise. Ça va faciliter la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Apporter des espaces de convivialité dans l'entreprise, un baby-foot, etc. Donc, ce sont vraiment des mesures de compensation qui ne modifient pas réellement les conditions de travail. On va dire que ce sont des actions périphériques au travail. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles. On peut envisager que ça apporte du confort et donc ce n'est pas inutile, mais ça ne modifie pas les conditions réelles de réalisation du travail.
Et l'objectif pour vous, finalement, ça va être de parvenir à négocier des mesures, des réelles mesures d'amélioration des conditions de réalisation du travail. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le terme QVT ? Depuis l'accord national interprofessionnel de 2013, je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'accord dans lequel on va puiser la définition de la QVT qui a intégré le Code du travail. Donc, pour dans cet accord, la qualité de vie au travail réfère, et là, c'est la citation de l'ANI, un sentiment de bien-être. Alors, ce sentiment de bien-être, ce terme peut paraître un peu bizarre. En réalité, il faut avoir en tête que c'est une référence tout à fait directe à la définition de l'OMS, qui évoque la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, évoque un sentiment, la santé, c'est un sentiment de complet bien-être physique, mental et social. Donc, on fait une référence à un texte de l'OMS. Alors, ce sentiment de bien-être, il est déterminé par un certain nombre de choses, et notamment, explicitement, les conditions de travail au sens large. Et il s'agit donc bien de modifier les conditions de réalisation du travail. La question de l'organisation, de l'environnement de travail, les modes managériaux, toutes ces questions-là, en fonction des besoins de l'entreprise. Alors, le sentiment de bien-être, il est aussi déterminé par la capacité d'expression et d'influence des salariés sur leur travail. Alors ça, c'est très important parce que c'était déjà dit en 1975 dans l'accord sur les conditions de travail. Les meilleurs connaisseurs du travail, ce sont les salariés eux-mêmes. C'est important de se baser sur leurs connaissances et leur point de vue. Et puis, être en santé au travail, ça implique de pouvoir agir sur son travail, la capacité d'influence des salariés sur leur travail. En 1975, l'accord conditions de travail disait il faut agir pour les salariés, mais avec les salariés, pour améliorer leurs conditions de travail. Le sentiment de bien-être, il est également déterminé par l'égalité entre les femmes et les hommes et l'absence de discrimination dans l'entreprise. Donc là, on voit que le lien est directement établi entre QVT et égalité entre tous les salariés, au-delà de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, la question de la reconnaissance et de la valorisation du travail, les conditions d'emploi sont également des facteurs de QVT. Alors, c'est une définition un peu dense et qui nécessite qu'on s'y penche encore un petit peu. Alors, l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, nous propose finalement un certain nombre de thématiques que l'on reprend parce qu'on pense qu'elles sont intéressantes et qu'elles permettent d'expliquer bien ce qu'est la QVT, un certain nombre de thématiques, d'éléments qui concourent à la qualité de vie au travail. Donc, on va les reprendre un à un pour pouvoir bien comprendre ce que chaque thématique englobe. Alors, tout d'abord, la question de l'égalité professionnelle. Donc là, on reprend finalement les trois éléments parce que pour le coup, cette question-là, elle est plutôt bien balisée dans la loi puisque la loi, elle définit 3 axes de négociation, les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination et puis les mesures relatives à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, on va considérer que dans un accord QVT, ces 3 dimensions-là peuvent et gagnent à être présentes. Sachant quand même, faisons une petite précision, que souvent quand même, les questions, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ce que l'on observe, c'est que bien souvent, c'est l'objet d'une négociation à part. Et c'est vrai qu'on n'en parlera pas aujourd'hui spécifiquement, parce que c'est un sujet assez spécifique et qui, en général, est traité à part. Donc, c'est spécifique dans le sens où, en général, c'est l'objet d'une négociation en tant que telle. Et donc, c'est vrai que nous, on ne peut pas tout traiter, donc on ne va pas traiter directement cette question-là. La question de la santé au travail. Alors, ça, c'est un ajout de la loi, un ajout de cet été. Évidemment, la nature et la qualité de la prévention des risques, c'est un enjeu majeur pour la qualité de vie au travail. Et il se trouve que l'employeur, au-delà de la négociation d'un accord, il est évidemment soumis à une obligation de protection de la santé physique et mentale des salariés. Alors, pour ça, il doit évaluer les risques physiques et psychiques présents dans l'entreprise, les inscrire dans le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis, il doit mettre en place des actions de prévention des risques et des actions d'information et de formation. Il doit aussi mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal d'inscrire la santé au travail comme un objet de négociation finalement. Et en réalité, ce n'est pas l'objectif qui va être négociable,
puisque l'employeur a une obligation de protection. En revanche, c'est les moyens pour y arriver qui va pouvoir être négocié. Comment on fait participer les salariés à ces actions de prévention? Est-ce qu'on met en place des phases d'expérimentation dans les phases de transformation? Comment on intègre l'expression des salariés? Tout ça, ce sont des moyens qui peuvent concourir à la santé au travail, aux actions de prévention, qui peuvent, elles, être l'objet de négociations. La question des compétences et des parcours professionnels. Alors ça aussi, l'employeur, par une autre obligation, doit veiller au maintien de l'employabilité des salariés et à leur développement professionnel. Ça, c'est l'objet de la loi, de l'article L6321-1. Donc, ça dépasse en fait le champ c'est à côté du champ de la QVT. Le développement professionnel, ça résulte entre autres actions de formation et d'accumulation d'expérience. Alors, cette thématique-là, elle est l'objet vraiment d'une négociation en tant que telle. C'est la négociation de la GEPPMM. Mais c'est pareil un peu que pour la question de la santé au travail ou l'égalité professionnelle, il peut y avoir des liens avec une négociation sur la QVT. Parce que, par exemple, on peut, dans un accord QVT, intégrer des mesures spécifiques, par exemple, pour veiller au risque de fracture numérique dans l'entreprise, pour travailler sur la formation dans le cadre spécifique du déploiement de projet, par exemple. Comment on intègre la formation dans le calendrier du déploiement d'un nouveau projet, l'adaptation de la formation aux réels besoins des usagers. Toutes ces questions-là, elles peuvent être complémentaires à un accord GEPPMM et avoir leur place dans un accord QVT. La question du contenu et de l'organisation du travail. Donc là, finalement, vous voyez, on a traité de 3 thèmes, les thèmes précédents, qui sont des thèmes qui peuvent être l'objet de négociations, qui peuvent être l'objet d'actions en tant que telles et de négociations dédiées. La GEPPMM, l'égalité professionnelle, la santé au travail, c'est une obligation de l'employeur. Là, on rentre vraiment dans finalement le cœur de cible de la négociation sur la QVT, puisque la QVT dit voilà, on va pouvoir négocier le contenu et l'organisation du travail. Alors là, de quoi on parle quand on parle de contenu et organisation du travail? Eh bien, on parle de tout ce qui fait le travail réel des salariés en situation. La question de la charge de travail, des cadences, des rythmes de travail, des objectifs de travail, les moyens techniques et humains qui sont à disposition des salariés pour pouvoir réaliser leur activité, la question de la prescription du travail, est-ce qu'elle prend en compte les contraintes réelles du travail, les phases d'accompagnement au changement, sont-elles bien anticipées? Les salariés sont-ils associés à ces phases de changement? Les salariés ont-ils, in fine, le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité? Alors, la qualité, c'est selon leurs propres critères, leurs propres normes de métier. On va parler aussi de l'organisation du travail, l'organisation des temps de travail, l'environnement de travail, la qualité de la prévention des risques professionnels. Alors, l'organisation du travail doit permettre idéalement un état de relatif équilibre entre les contraintes du travail et les ressources. Et donc, c'est vers cet équilibre-là qu'il faut tendre et des mesures du coup, peuvent être négociées dans un accord QVT pour tendre vers cet équilibre. Les relations au travail, le climat social, autre thématique de la négociation. On sait que la qualité des relations de travail, ça a une très grande importance dans la perception que les travailleurs ont de leur qualité de vie. Disposer de soutien social et de soutien technique, c'est forcément, ça a produit une influence majeure sur la perception de ces conditions de travail. Alors, de quoi on va parler quand on parle des relations au travail, du climat social? On va parler des questions du management et puis des relations sociales avec ses pairs. Donc là, on va se poser des questions. Le management de proximité, les collectifs de travail, sont-ils porteurs de soutien social et technique? Alors, on devrait peut-être dire, peuvent-ils être porteurs de soutien social et technique? En ont-ils le temps, les marges de manœuvre, etc. L'organisation favorise-t-elle les collaborations? Est-ce qu'on peut avoir des temps d'échange sur son temps de travail? Est-ce que les salariés sont mis en compétition entre eux ou est-ce que c'est plutôt les collaborations qui sont valorisées? Est-ce que les équipes sont stables et donc elles peuvent apprendre à travailler ensemble? Est-ce que les équipes ont des référentiels communs ou viennent d'horizons très différents? La question des managers de proximité, ont-ils le temps et les marges de manœuvre pour être aux côtés de leurs équipes? On sait que souvent, ils sont
très, très occupés par des tâches de reporting, par exemple, qui peuvent les empêcher d'être des soutiens auprès des équipes. Dernier thème ou avant-dernier thème, la question du pouvoir d'agir. Alors, il est vraiment établi que le pouvoir d'agir des travailleurs, c'est un facteur vraiment important de santé au travail. Pouvoir être acteur de son travail, s'organiser à sa manière, s'exprimer sur ses difficultés, eh bien, ça constitue une protection contre les situations de tension. Donc là, on va se demander si l'organisation favorise l'autonomie, la participation des travailleurs. On rappelle que le Code du travail, dans la négociation sur la QVT, prévoit l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés. Et puis la question du management participatif. Là, on a deux axes de travail. La question de la reconnaissance et la valorisation des salariés, la répartition du fruit du travail entre les différentes parties prenantes dans l'entreprise. C'est le fruit d'arbitrage, de négociation. C'est un facteur de qualité de vie au travail, mais là encore, c'est un objet qui peut être traité directement dans la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ça peut être l'objet d'une négociation à part. Deuxième axe sur la question du management participatif, la qualité des relations hiérarchiques, on en a un petit peu parlé au-dessus. On sait que dans les entreprises, les relations de travail sont souvent organisées de manière très verticale. Ça a parfois des effets extrêmement négatifs en termes de tension, de stress, de sentiment de ne pas pouvoir s'approprier son propre travail. Et là, il va s'agir de mettre en place les conditions d'une participation effective des travailleurs au processus de décision qui les concerne, sur le contenu de leur travail, leur organisation, etc. Donc, développer la participation pour développer le pouvoir d'agir des travailleurs, ça, pour le coup, c'est vraiment le cœur de la qualité de vie au travail. Voilà, j'en ai fini avec le cadre réglementaire et la définition de la QVT et des différents champs que ça recouvre. Donc, je vais passer la main qui va la prendre d'ailleurs, à Carole, qui va vous parler de la démarche de négociation et de préparation à la négociation. Merci Julie. Il y a déjà beaucoup de questions dans le module de questions. On essaie d'y répondre au fur et à mesure, mais il y a déjà beaucoup de questions. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Alors, je vais partager à mon tour mon écran. Voilà, vous voyez l'écran. Julie, l'écran est visible? Oui, très bien. Alors, dernière partie, on va évoquer les conditions et les différentes étapes de la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail. Alors, en ce qui concerne d'abord les acteurs de la négociation, il nous semble qu'il y a une nécessaire articulation à faire entre les organisations syndicales et les représentants et représentantes du personnel au CSE. Pourquoi? Parce que ce sont les organisations syndicales qui sont à la manœuvre durant la négociation. Mais les représentants et représentantes du personnel au CSE disposent, par leur rôle, par leurs prérogatives, d'outils et de connaissances élargies sur les conditions de travail dans l'entreprise. Et ce sont donc des acteurs essentiels à mobiliser en amont de la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail. Alors, l'objectif de la négociation, pour bien définir la perspective et l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir un bon accord. Qu'est-ce qu'un bon accord en matière de qualité de vie et de conditions de travail? On pourrait dire que c'est d'abord un accord qui s'appuie sur des constats, sur un diagnostic des conditions de travail dans l'entreprise, ce qui permettra ensuite aux élus, aux organisations syndicales d'orienter la négociation sur les sujets principaux, c'est-à-dire les principales problématiques identifiées en matière de conditions de travail. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'accord porte précisément sur tous les salariés, toutes les entités de l'entreprise. Un accord qui viserait les principales problématiques spécifiques à certaines catégories serait déjà un bon accord. C'est un accord qui prend des engagements et qui ne se limite pas à quelques principes un peu flous, quelques vagues objectifs. C'est un accord qui définit des objectifs concrets qui sont atteignables et mesurables et qui donnent des moyens pour les atteindre et qui précisent ces moyens dans l'accord.
C'est un accord dont l'application s'inscrit dans le temps et qui fait l'objet d'un suivi. D'ailleurs, les modalités de mise en œuvre de l'accord et les modalités de suivi, par exemple à travers des indicateurs, devraient figurer déjà dans l'accord. C'est un accord aussi, alors bien sûr qui est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, mais qui devrait impliquer dans sa mise en œuvre toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Si l'objectif, c'est bien de transformer les situations de travail pour améliorer les conditions de travail, nécessairement, il faudra impliquer les managers et les salariés. Concernant la démarche de négociation, la méthode, 3 étapes peuvent être distinguées. La première étape, on vient de le voir, c'est d'établir un diagnostic, de commencer par faire le diagnostic des conditions de travail dans l'entreprise. C'est ça qui va vous permettre d'identifier les sujets prioritaires qu'il faudra cibler dans la négociation. Il s'agit ensuite, à partir de ce diagnostic, de traduire les principales problématiques identifiées en revendications, en propositions. On vient de le voir, en mesures concrètes et engageantes. Dans la deuxième étape, au cours de la négociation, il faudra préciser, discuter avec l'employeur pour préciser ses objectifs, le plan d'action à mettre en place, les moyens qui seront alloués, les modalités de mise en œuvre, les indicateurs de suivi qui permettront ensuite, dans l'étape 3, de suivre la mise en œuvre du plan d'action et d'évaluer finalement l'efficacité des mesures qui ont été mises en place. Et c'est ça qui permet d'engager un processus dynamique d'amélioration continue à travers ces négociations récurrentes sur la QVT, d'améliorer à chaque fois, dans le cadre de la négociation, le contenu de l'accord pour transformer de façon toujours plus efficace les conditions de travail. Alors, on va détailler les différentes étapes. Étape 1, cibler les problématiques liées aux conditions de travail dans l'entreprise à partir d'un diagnostic. Comment réaliser ce diagnostic? On l'a dit, il faut mobiliser les représentants du personnel au CSE. Vous pouvez utiliser vos connaissances de l'entreprise. Tout simplement, vous êtes des travailleurs et des travailleuses au sein des organisations syndicales et au sein du CSE. Vous connaissez les différentes parties de l'entreprise, les différents métiers. Vous connaissez les conditions de réalisation du travail, les vôtres, celles de vos collègues, celles des services avec lesquels vous êtes en lien. Et vous pouvez déjà, à partir de là, identifier un certain nombre de sujets qui vous paraissent prioritaires. En tant que représentant des salariés, vous êtes destinataire de nombreuses informations que vous pouvez collecter à partir d'échanges avec les salariés, de documents qui vous sont transmis par l'employeur, de contacts avec la médecine du travail et plus généralement avec le service de santé au travail, ainsi qu'avec l'inspection du travail. Le CSE peut également utiliser ses prérogatives, ses différentes prérogatives en matière de santé, sécurité, conditions de travail pour analyser les conditions de travail. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite à suivre la formation SSCT obligatoire qui vous permettra de progresser dans l'usage de ces prérogatives. C'est un point fondamental. Alors, quelles sont ces prérogatives? C'est d'abord l'exercice du travail d'élu au quotidien, c'est-à-dire les échanges avec les collègues, les visites de services, des différents services, des différentes équipes, pour prendre contact avec les collègues, échanger avec les collègues et discuter des problématiques principales en matière de conditions de travail. Ça, c'est le travail un peu en routine au quotidien. C'est aussi les inspections du CSE. Le CSE, vous le savez, doit procéder à intervalles réguliers. Alors, le Code du travail fixe une fréquence au moins trimestrielle à des inspections dans l'entreprise. Le Code du travail ne fixe pas les modalités, c'est-à-dire les méthodes de ces inspections. Et là, il s'agit d'adapter finalement la méthode d'investigation aux caractéristiques de l'activité et aux problèmes identifiés. Vous pourrez faire des observations du travail en allant au poste de travail. Vous pourrez organiser des échanges avec les salariés en individuel, en collectif aussi, des entretiens, des réunions avec tous les salariés. Vous pouvez même, on le voit, certaines équipes que l'on suit le font, diffuser des questionnaires pour obtenir un certain nombre d'indicateurs sur les conditions de travail. Donc ça, c'est l'inspection. C'est aussi un outil en routine à réaliser le plus fréquemment possible. Vous pouvez également voter et réaliser des enquêtes du CSE. Là, c'est un outil un peu différent. L'enquête du CSE, elle est menée dans un cadre paritaire avec l'employeur
et dans un certain nombre de cas définis par le Code du travail, notamment à la suite d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou dans le cadre des alertes pour dangers graves et imminents. C'est un outil qui est particulièrement intéressant pour analyser en profondeur les conditions de travail et identifier les facteurs de risque professionnel dans une perspective de prévention primaire, c'est-à-dire en essayant d'identifier les facteurs qui sont à la source des risques identifiés, les facteurs organisationnels. Vous pouvez également exploiter toutes les données existantes dans l'entreprise, alors à la condition que les données qui vous sont transmises soient de qualité. C'est d'abord l'analyse des données sociales et de santé et leur évolution qui peut vous permettre d'identifier des problématiques particulières. Alors, je veux dire des indicateurs sur l'évolution du turnover, sur l'évolution des démissions, sur l'évolution de l'absentéisme, sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Alors, à la condition, évidemment, d'avoir des données qui soient mises à jour de manière régulière, parce que sinon, ce sera compliqué de les exploiter, et d'avoir des données aussi qui soient précisées, qui soient détaillées par service ou entité. Parce qu'en la matière, avoir des données un peu globales, ça ne vous permet pas d'identifier des risques, des problèmes spécifiques dans certaines équipes ou services. Vous pouvez également analyser les documents liés à la politique de prévention des risques professionnels dans l'entreprise, qui sont des documents obligatoires pour l'employeur. Julie l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'abord le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est aussi le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, qui fait l'objet de la consultation sur la politique sociale. C'est aussi le bilan annuel en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le bilan SSCT. Là aussi, c'est un document qui doit vous être transmis dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Alors, ce sont des documents, nous on le voit quand on intervient en expertise, qui sont assez peu fournis, qui sont incomplets. Et l'enjeu, c'est à travers ces consultations, de faire des propositions, des demandes, d'être exigeant pour que le contenu de ces documents soit amélioré et que vous puissiez jouer pleinement votre rôle. Vous pouvez également regarder le rapport du médecin du travail, obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ça, c'est un document qui est souvent très intéressant. Alors, pas toutes les parties pour vous, c'est un document long, mais il contient souvent des informations très intéressantes qui peuvent vous alerter sur des problèmes de conditions de travail. De même que la fiche d'entreprise réalisée par le service de santé au travail, qui dresse le bilan un peu des facteurs de risque tels qu'ils sont vus par le service de santé au travail dans l'entreprise. D'autres documents complémentaires que vous pouvez consulter, les rapports d'expertise habilité SSCT. Il y a peut-être, dans les années passées, récentes ou même peut-être plus anciennes, eu des expertises menées dans votre entreprise. Quel que soit le sujet, l'expert, de toute façon, a mené des investigations, a produit un rapport présentant des analyses détaillées sur les conditions de travail d'au moins certaines catégories de population, et ça peut vraiment constituer un support intéressant. Il y a aussi de plus en plus dans les entreprises des enquêtes, des baromètres, des enquêtes sur les risques psychosociaux ou des baromètres sociaux qui sont réalisés à fréquence régulière, et ça aussi, ça peut être un outil intéressant. Et puis, bien sûr, les courriers d'alerte du médecin du travail. C'est plus rare, mais quand c'est le cas, ça permet vraiment d'identifier une situation à risque sur au moins une catégorie particulière. Alors, la consultation sur la politique sociale. En matière de prérogatives SSCT, il y a un temps fort dans l'année qui est la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation, elle porte sur un certain nombre d'items qui concernent les politiques sociales, les qualifications, la formation, l'apprentissage, les conditions des stages, l'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle. Enfin, il y a toute une série de thèmes relatifs à la politique sociale. Mais il y a aussi 3 thèmes en lien direct avec les conditions de travail. Il y a les actions de prévention en matière de santé et de sécurité. Les conditions de travail, c'est un item qui est listé explicitement dans la consultation. Et l'exercice du droit d'expression. Et l'employeur doit vous communiquer normalement 2 documents, le programme annuel de prévention que j'évoquais et le bilan SSCT. Et vous pouvez, dans le cadre de cette consultation, vous faire accompagner par un expert qui pourra apprécier la qualité, si vous voulez, de ces documents, apprécier la pertinence et la qualité de la politique de prévention des risques, et peut-être, dans certains cas, c'est possible, mener des investigations sur les conditions de travail pour analyser les risques spécifiques auxquels certaines catégories de salariés peuvent être exposés.
Alors, au-delà de ces expertises dans le cadre de cette consultation politique sociale, vous avez aussi, ça fait partie de vos prérogatives en matière SSCT, la possibilité de recourir à des expertises en santé, sécurité, conditions de travail dans deux cas, soit lorsqu'il y a un risque grave que vous avez détecté dans l'entreprise et qui expose la santé et la sécurité de certains salariés, soit parce que l'employeur vous présente un projet de changement. Alors, ça peut être un projet de toute nature, un déménagement, un changement d'organisation, un changement d'outils, un plan de sauvegarde de l'emploi qui va avoir des incidences importantes sur les conditions de travail. Et dans ce cadre-là, il doit y avoir normalement une consultation du CSE pour analyser les impacts sur les conditions de travail. Dans ces deux cas, risque grave ou projet, vous pouvez faire appel à un expert habilité sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail, dont le rôle sera de réaliser des investigations pour dresser un diagnostic des facteurs de risque dans l'entreprise, si on est sur le cas du risque grave, et un diagnostic des impacts du projet important sur les conditions de travail si on est dans le cadre d'une consultation sur projet. À chaque fois, ce diagnostic qui sera présenté dans un rapport est assorti de préconisations. Dans les expertises habilitées, on nous demande de prolonger notre diagnostic par la formulation de pistes d'action qui permettent de répondre aux facteurs de risque qui ont été identifiés. Donc, on va formuler des propositions pour améliorer les conditions de travail et pour améliorer le dispositif de prévention des risques dans l'entreprise. Et ça, évidemment, ce sont des outils dont vous pouvez vous saisir pour alimenter vos négociations sur la QVCT. Bon, pourquoi faire appel à un expert dans le cadre de la politique sociale ou de ces missions dont je viens de parler? C'est parce que l'expert a d'abord un droit d'accès aux informations qui est élargi, et notamment dans le cadre de la politique sociale. Il a surtout un pouvoir d'investigation important. Concrètement, dans ses expertises, on mène des enquêtes sur le terrain. On va à la rencontre des salariés, alors de plusieurs manières. On peut faire des entretiens individuels ou collectifs, on peut faire des observations de l'activité, on peut déployer des questionnaires et recueillir beaucoup de données sur les conditions de travail dans l'entreprise. Et puis par ailleurs, s'appuyer sur des outils de diagnostic pour produire des diagnostics complets de la situation en matière de conditions de travail et des facteurs de risque existants. Et puis donc formuler des préconisations qui vont permettre de remédier à la dégradation des conditions de travail constatées dans l'entreprise. Sur le financement de ces expertises, alors il y a deux cas, soit on est dans le cadre de la politique sociale ou des expertises sur risque grave, auquel cas c'est pris en charge à 100% le coût par l'employeur, soit on est dans le cadre des consultations sur projets importants, et là l'expertise est prise en charge à 80% par l'entreprise et à 20% par le CSE. Alors, l'étape 1 a été réalisée. Vous avez, à partir de tous ces éléments, produit un diagnostic. Il s'agit maintenant de négocier l'accord. Il va s'agir, à partir du diagnostic mené en amont, de formuler des propositions pour remédier aux risques identifiés, améliorer les conditions de travail. Il vous faudra prioriser les axes d'amélioration. Vous ne pourrez pas tout traiter à travers votre accord. Vous ne pourrez pas englober l'ensemble des problèmes identifiés pour toutes les populations, toutes les catégories de métiers dans l'entreprise. C'est beaucoup trop vaste et important. Il faut débuter sans doute par les sujets considérés comme les plus urgents, c'est-à-dire les catégories pour lesquelles les plus fortes difficultés ont été identifiées. Et puis, il faut s'efforcer dans la formulation des propositions d'aller sur des mesures concrètes, opérationnelles, engageantes, assorties de moyens de mise en œuvre, d'indicateurs de suivi qui permettront de mesurer l'efficacité. On peut vous accompagner dans ces négociations au-delà des expertises. On a régulièrement des demandes dans ces accompagnements à la négociation et on peut vous accompagner. Alors, pour donner un peu à voir de quoi on parle quand on parle de mesures engageantes, quelques exemples. Un exemple sur la charge de travail. Imaginons que vous avez identifié une problématique de surcharge de travail dans un ou plusieurs services de l'entreprise. Le fait d'écrire dans l'accord qu'il faudrait, par exemple, veiller à une charge de travail équilibrée, sans plus de précision, ça, c'est une mesure floue qui a toutes les chances de ne produire aucun effet concret d'amélioration pour les collègues concernés. Il faudrait plutôt essayer de formuler des mesures beaucoup plus concrètes. Par exemple,
proposer de mettre en place un outil d'évaluation de la charge de travail réelle des salariés et de détection des situations de surcharge. Alors, différents moyens, ça dépend des entreprises, il peut y avoir différents indicateurs. Ça peut être un suivi des heures supplémentaires réalisées, ça peut être un suivi des délais de traitement ou de production. Souvent, quand les délais commencent à augmenter, c'est souvent le signe d'une situation de débordement, de surcharge. Ça peut être le fait de faire des points réguliers avec les salariés, par exemple dans des réunions de service, qui permettent d'identifier et de réguler régulièrement les problématiques de surcharge de travail. Autre mesure engageante qui pourrait être proposée sur une situation de surcharge, mettre en œuvre des mesures de régulation de la charge de travail, le prévoir dès l'accord. On se donne les moyens à la fois de détecter les situations de surcharge, mais aussi de les réguler. Comment ? Déjà en essayant de mettre en adéquation les effectifs avec la charge de travail. Et ça passe évidemment par le recrutement, ça passe par des renforts ponctuels, ça passe par une stabilisation de l'effectif. On voit très souvent, et pas seulement dans le secteur de la santé où maintenant c'est très d'actualité, mais on voit très souvent une problématique d'alourdissement de la charge de travail liée à une forte instabilité des effectifs. Donc là, il y a parfois des enjeux de stabilisation des effectifs, par exemple. Ça peut passer par une redéfinition des objectifs individuels et collectifs, par un allègement des tâches. Là, il s'agit de revisiter un peu le contenu du travail. On voit parfois, assez souvent, de plus en plus, un alourdissement des tâches de reporting, des exigences de reporting d'activité. Le fait d'avoir des tableaux à remplir au quotidien, ce sont des tâches qui prennent du temps et qui, en plus, ont peu de sens pour les salariés parce qu'elles les détournent du cœur de leur activité. Ça peut passer par une évolution des outils de travail. On voit dans nos expertises beaucoup de salariés qui se plaignent de la lourdeur des outils, notamment des outils numériques, qui sont parfois mal adaptés aux besoins, aux contraintes de leur activité. Ça peut passer par une réflexion sur l'efficience de l'organisation du travail et une évolution du modèle d'organisation. Donc, selon les problématiques, il peut y avoir plein de leviers différents permettant de réguler la charge de travail. Premier exemple sur la charge de travail. Deuxième exemple, sur la participation des salariés. Alors, ce n'est pas tout à fait des exemples. Charge de travail et participation, ce sont souvent des sujets clés que vous devrez aborder sans doute dans vos négociations. Sur la participation, par exemple, il faut éviter de mettre dans l'accord un principe du type « favoriser la participation des salariés » sans plus de précision. Parce que là aussi, si vous ne mettez que ça dans l'accord, il y a de fortes chances pour que ça ne produise aucun effet dans la réalité. Il faudrait plutôt penser à des dispositifs, penser à une ingénierie de la participation. Par exemple, mettre en place un nouveau mode de gestion des projets qui repose sur un certain nombre de principes, mettre en place des études d'impact avant le déploiement des projets qui soient fondées sur l'analyse du travail réel, co-construire les organisations cibles en associant les salariés, ça suppose de mettre en place des groupes de travail, tester les outils, notamment les outils numériques, avant leur déploiement, via des phases de test, mettre en place des formations adaptées après avoir analysé les besoins et impliquer systématiquement le CSE au travers de, je l'évoquais tout à l'heure, la consultation sur projet important modifiant les conditions de travail. Dès lors qu'il y a un projet important, le CSE devrait être systématiquement consulté avant la mise en œuvre du projet. Ça peut passer aussi la participation des salariés par une organisation, l'évolution de l'organisation du travail de manière à ce qu'elle soit davantage orientée vers la participation, qu'elle intègre mieux cette dimension participative. Par quelle mesure cela peut passer ? Par le fait de mettre ou de remettre en place des réunions de service, d'équipes régulières. On voit beaucoup dans nos expertises que la réduction de ces temps indirects, de ces temps d'échange, d'équipes, de réunions de service, participe vraiment d'une frustration des salariés de ne pas pouvoir s'exprimer collectivement sur leurs conditions de travail. Donc, ça, s'il n'y en a plus dans vos entreprises, c'est le premier objectif, remettre en place des réunions de service et d'équipes régulières et qui ne soient pas que descendantes, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas que dédiées à la diffusion d'informations par le manager, mais qu'elles permettent aussi l'expression par les salariés de leurs difficultés et des discussions avec le manager orientées vers la régulation de ces difficultés. Ça peut passer par une révision des processus de prise de décision dans l'entreprise, orientée vers une plus grande subsidiarité. Alors, la subsidiarité, c'est le principe selon lequel
un problème ne remonte à l'échelon supérieur hiérarchique que s'il n'a pas pu être résolu à l'échelon inférieur. Donc, l'idée, c'est de donner une plus grande autonomie aux équipes. Ça peut passer aussi par la création d'espaces de discussion sur le travail. C'est le droit d'expression qui n'est pas mis en œuvre encore partout. Donc là, si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, c'est le moment dans l'accord de l'évoquer, la mise en place d'espaces de discussion qui permettent l'expression des salariés, l'analyse collective des problèmes identifiés et l'élaboration de solutions concrètes. Alors, à la condition, là aussi, de mettre en place une vraie ingénierie de la discussion, de l'expression, et de ne pas s'en tenir juste à quelques réunions ponctuelles qui ne soient pas suivies d'effets derrière. Voilà, dernier point sur le suivi de l'accord. Une fois l'accord négocié, une fois l'accord éventuellement signé, vous devrez faire le bilan régulier et mettre en débat ce bilan et les suites envisagées. Ça passe par un dispositif de suivi en continu de l'évolution des mesures qui ont été négociées. Ça passe par le suivi des indicateurs de suivi qu'il faudra prévoir dès l'accord. Alors, pourquoi pas prévoir dès l'accord un déploiement de questionnaires qui permettra d'avoir des remontées régulières des salariés. Ça peut passer par la mise en place d'un groupe de travail ou d'une commission ad hoc du CSE. Et puis, vous devrez faire le bilan, vous pourrez faire le bilan de cet accord dans le cadre de la consultation sur la politique sociale les années suivantes. Je vous remercie de votre attention. On va maintenant prendre les questions. Alors, on a répondu au fil de l'eau à toutes les questions dans les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main. Je ne vois pas de main levée. Est-ce que peut-être… ah oui. Eh bien, on a une personne, Marilène Hamel, qui a levé la main. Et donc, dans notre process, Mathieu de Gand, normalement, vous a… Oui, vous avez encore été trop clair aujourd'hui, ce qui fait que personne n'ose poser de questions. Bonjour à toutes et à tous. Marilène, je vous ai proposé de réactiver votre micro. N'hésitez pas, vous êtes la première et les autres, ne soyez pas timides. Voilà. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, est-ce qu'on peut inclure un accord QVT dans un accord de méthode? Parce que je suis en train de négocier un accord de méthode pour toutes mes négociations. Et est-ce que je pouvais l'inclure et prévoir dès cet accord de méthode les moyens à mettre en place pour un accord QVT? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez inclure votre accord QVT dans votre accord de méthode. Alors, dans votre contexte, je ne sais pas, ça peut vous permettre effectivement de déterminer le calendrier des différentes négociations, par exemple, les thèmes qui sont présents dans une ou l'autre négociation. Voilà, tout à fait, oui, si ça répond à votre question. Merci. Si vous voulez éventuellement revenir sur les questions qui ont déjà été posées, éventuellement résolues, il y a Vincent Guérin qui pose une question dans le module questions-réponses. Et sinon, il y avait des questions qui avaient été posées préalablement lors des inscriptions, éventuellement, ce qui vous ferait aussi une petite base. Et nous avons aussi Mathieu Moulin-Trafort qui a aussi posé une question dans le module questions-réponses. Alors oui. Vas-y, Julie. Non, vas-y, Carole. Alors oui, la question de Vincent Guérin qui nous dit « Poser un diagnostic OK, mais difficile d'avoir un diagnostic partagé avec la direction générale dans le cadre de la négociation d'un accord. » Et oui, c'est tout le problème, cette question du diagnostic partagé, parce qu'évidemment, plus le diagnostic est partagé, plus vous avez des chances de vous mettre d'accord sur les mesures à mettre en place. Alors, comment produire du diagnostic partagé? Nous, c'est le questionnement récurrent qu'on a dans le cadre de nos expertises. C'est tout l'enjeu des réunions plénières et de présentation des résultats de nos enquêtes à l'issue de nos missions d'expertise. L'enjeu, c'est que sur la base de la présentation des résultats de l'enquête, il y ait des échanges, des discussions, une confrontation des points de vue de manière à s'accorder, alors peut-être pas sur l'ensemble
des problèmes identifiés, mais au moins sur les principaux, de façon à pouvoir ensuite engager un plan d'action et d'avoir un compromis sur certaines mesures. Alors, je parle des expertises. Nous, on intervient souvent dans le cadre des expertises, mais on voit des démarches QVT qui s'engagent avec une démarche paritaire complète, c'est-à-dire des partenaires sociaux qui se mettent d'accord pour produire ensemble un diagnostic partagé en recourant ou pas à un appui externe qui permette d'alimenter ensuite la négociation. Julie, tu as peut-être un point à ajouter. C'est vrai qu'avoir un diagnostic partagé, tout l'enjeu de ça, c'est de pouvoir mettre des éléments sur la table qui seront le plus possible objectivés, hein, par des chiffres, par des données, par des observations. Et donc, oui, c'est tout l'enjeu de votre travail préalable et puis de l'enjeu de l'expert aussi, de montrer et de prouver finalement que les problèmes sont bien réels, de pouvoir les quantifier éventuellement et de pouvoir être d'accord sur les causes des problèmes pour pouvoir ensuite négocier des mesures ajustées. Donc ça va être effectivement tout l'enjeu. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le diagnostic, parce que si on est d'accord sur le diagnostic, on va vraisemblablement mieux réussir à se mettre d'accord sur des mesures. Madame Fortin a une question. Mathieu, si tu peux ouvrir le micro de Madame Fortin, Isabelle Fortin. Oui, bonjour. Bonjour. Nous allons bientôt négocier la QVT et dans vos slides, vous parlez de pouvoir nommer un expert. Et la réponse qui m'était faite, c'est qu'on ne peut pas nommer un expert pour la QVT. Ouais. On n'est pas dans le cadre de la politique sociale? Alors oui, ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'expertise ou de possibilité de nommer un expert directement sur la question de la négociation QVT, comme c'est le cas par exemple sur l'égalité professionnelle. On entre en négociation égalité professionnelle et on a le droit en tant qu'élu d'être accompagné par un expert. Ce n'est pas le cas pour la question spécifique de la qualité de vie au travail, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les consultations sont là finalement pour vous aider à préparer vos négociations. Donc pour préparer la négociation sur la qualité de vie au travail, c'est bien dans le cadre de la mission politique sociale c'est dans le cadre de la mission politique sociale que vous pouvez préparer votre négo. Et effectivement, dans ce cadre-là, vous avez droit à faire appel à un expert pour vous accompagner. Ce que l'on veut dire, c'est que la négociation en tant que telle n'ouvre pas droit à un expert. Mais effectivement, préparer votre négo dans le cadre de la politique sociale, c'est le lieu adapté et vous pouvez, dans ce cadre-là, faire appel à un expert. Est-ce que c'est plus clair pour vous? C'est plus clair. Et comme Syndex le fait d'habitude, est-ce qu'on peut avoir l'intitulé de cette demande d'expertise? Parce qu'il y a peut-être une formulation particulière. C'est lors de la consultation sur la politique sociale que vous désignez un expert et ensuite c'est dans la discussion avec l'expert, donc éventuellement avec nous, que vous déterminez les axes que vous voulez voir traités. Et la négociation sur la qualité de vie au travail, elle va se travailler à travers les axes prévention des risques professionnels, conditions de travail. C'est à travers ces axes-là qu'on pourra vous aider à préparer votre négo. Donc, c'est dans la définition des axes avec l'expert, finalement, que vous allez zoomer, vous, sur ce besoin que vous avez. Le mieux, c'est que, si vous avez un besoin, le mieux, c'est de commencer à discuter le plus en amont possible pour qu'on puisse vous accompagner tout le long, y compris sur des aspects formels, c'est-à-dire la manière de désigner l'expert, la formulation des axes de mission, etc. Ok, merci. L'organisation de la consultation, etc. Oui, madame, il y a une autre main levée, Marie Bernadet. On n'a pas le nom en entier. On n'a pas le nom en entier. Mathieu, si tu peux ouvrir le micro. Marie Bernadette, Alexandre. Oui. Alors, Marie-Bernadette, j'ai demandé la réactivation de votre micro. Il faudrait que vous l'activiez si vous voulez poser votre question. Ok, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, parfait. Oui, parce que mon nom, il est trop long. Vous voyez, c'est comme pour la série. Il rentre pas dans les cages. Non, je voulais avoir une question un peu plus précise parce que dans votre présentation, on parle à aucun moment des risques psychosociaux. Alors, où est-ce qu'ils s'imbriquent dans la QVT? Ça fait quand même partie de la QVT.
Donc, parce que j'ai peur que si on parle QVT d'une façon générale dans une entreprise par un accord, on laisse les risques de côté. Vous voyez, qu'on n'en parle plus. Alors, on en a parlé, Voilà. mais c'est parce qu'en fait, on a parlé des facteurs. On a parlé des facteurs de risque. On n'a pas parlé directement du stress au travail, des violences internes ou externes, de l'épuisement professionnel. Mais on a parlé des facteurs parce que l'enjeu, en fait, d'une manière générale, l'enjeu sur le sujet des risques psychosociaux, c'est de s'attaquer aux facteurs de risque dans une perspective de prévention primaire pour essayer de réduire ces risques dans l'organisation du travail. Oui, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que je vais vous donner des exemples autour de la participation, la charge de travail, parce que là, en fait, ce sont des facteurs essentiels qui peuvent être générateurs de risques psychosociaux. Parce qu'il faut être, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que les choses soient floues. Donc, si on ne nomme pas les choses, non, c'est pas écrit, je suis désolée, oui. on n'en parle pas, vous voyez. Si il y a des employeurs comme ça, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, oui. Machin, il dit non, c'est pas dans l'accord. Voilà. Ça, c'est tout l'enjeu de la première phase, c'est-à-dire de la phase de diagnostic. Et l'idée, c'est de caractériser les risques, de les nommer, s'il y a des risques psychosociaux, de les nommer, de les caractériser, et surtout de comprendre ce qui est générateur de risque dans l'entreprise, c'est-à-dire d'essayer d'identifier, d'analyser les facteurs de risque, parce que vos propositions, elles vont porter sur ces facteurs de risque. Mais bien sûr, il y a un premier enjeu qui est la reconnaissance de l'existence des risques, et notamment des risques psychosociaux dans l'entreprise. C'est l'objet de la phase de diagnostic. Et puis donc cet accord, il est général à l'entreprise. Oui. Voilà, alors par contre, moi je vois dans notre cas personnel, on est une association et on a énormément de métiers différents. Vous voyez, c'est comme si on était une petite entreprise dans une grande entreprise. Donc ce n'est pas les mêmes problématiques dans mon service, dans le service de quelqu'un d'autre. On a une imprimerie, on a une médiathèque, on a une boutique, on a des gens en province. Dans les comités. Donc, comment cet accord qui va être hyper long parce qu'il ne faut oublier personne. Alors, l'idée, c'est dans la phase de diagnostic de lister effectivement l'ensemble des problématiques et surtout de les prioriser. C'est-à-dire que l'accord devra bien sûr concerner alors, les mesures qui sont prioritaires en termes de santé au travail et on peut effectivement aussi tendre vers un accord qui serait négocié pour une période relativement courte, par exemple 1 an ou 2, pour pouvoir prioriser et peut-être échelonner les mesures en fonction des priorités et peut-être en fonction des besoins des différents services, par exemple. Mais effectivement, un accord doit être négocié à la carte en fonction du besoin de la structure. Et donc, c'est tous ces sujets-là c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en amont de la négociation. Bien détecter les sujets et les prioriser, voir si ça concerne le plus grand nombre. Voilà. Julie, je me permets de vous rappeler à l'heure. Je vais jouer Monsieur Chrono. Il est midi. C'est ça, il y avait Sandrine Guignard et Guy Clunet en fait, qui ont posé des questions. Il reste quelques questions qui sont encore dans le module questions-réponses. Donc, je vous propose d'abord de parler à Sandrine et puis après, on va être obligé d'en terminer là parce que tout le monde a faim. Donc, encore 2 questions. Et puis, alors, Sandrine Guignard, oui, vous avez la parole. Bonjour. Moi, mon intervention, donc, moi, je fais partie d'une organisation syndicale où j'accompagne les équipes et je vais rebondir sur ce qu'a dit Bernadette. Je pense que la difficulté, quand on accompagne les équipes, que ce soit Syndex ou les organisations syndicales, c'est peut-être aussi de faire comprendre aux élus qu'ils ne pourront pas forcément tout traiter et qu'il va falloir faire des choix. Et je me dis que c'est peut-être au-delà du diagnostic proprement dit, je pense que les élus, ils auront envie de faire tout et de se dire qu'à un moment donné, il va falloir prioriser, notamment sur ces sujets-là, risque d'être compliqué. Donc, et je trouve que le témoignage de Bernadette disait exactement la même chose. Donc, et je pense que voilà, comment aider les équipes quand on n'est pas dans l'entreprise, mais qu'on peut les aider justement pour qu'ils ne soient pas noyés par ces négociations qui peuvent être lourdes
et obtenir assez rapidement du concret? Voilà, c'est ça ma question. Ben, c'est ça, c'est complémentaire. Nous, on pense qu'il faut vraiment prioriser les sujets et puis peut-être aller sur des négociations avec des clauses de revoyure pour pouvoir suivre l'opérationnalité finalement et les effets des mesures qui sont mises en place. Ça, c'est très important de faire le point régulièrement et puis de renégocier peut-être tous les ans ou tous les 2 ans pour faire évoluer les mesures en fonction de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de pouvoir comme ça avoir un plan évolutif. Mais oui, prioriser, ça fait partie de la stratégie de négociation, certainement. Guy Clunet, vous n'avez pas encore votre micro activé. C'est bon? Oui, bonjour. On vous entend. D'accord, bonjour. Juste une petite question très simple. Moi, je suis membre CSE dans une entreprise qui a moins de 50 salariés. Donc, je pense que nous, on n'a pas pouvoir de faire de négociation CVCT, je pense. On n'a pas de… Disons que les contacts avec la direction se passent toujours unilatéralement dans le sens direction des membres CSE pour discuter avec les employés. Je sais qu'on a un projet d'utilisation, de remise en place d'une machine importante. Est-ce qu'on a un pouvoir à ce niveau-là? Alors, sur l'obligation de négocier, en fait, effectivement, en pratique, c'est souvent dans les entreprises de plus de 50, mais dans la loi, l'obligation de négocier pour l'employeur, elle répond aux critères de l'existence d'un délégué syndical désigné dans l'entreprise. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un délégué syndical désigné dans l'entreprise, l'obligation de négocier s'applique, même dans les moins de 50. Oui, donc la question est vite réglée parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis seul et donc je ne suis pas reconnu comme délégué syndical. Il n'y a pas de délégué syndical, donc on n'a pas de négociation à avancer. Il faut impérativement un délégué, d'accord. Oui. Ok, bon, très bien, merci. Je vais vous inviter à conclure. Oui, alors, effectivement, plus de mains levées. Écoutez, il y a peut-être d'autres questions encore, n'hésitez pas. Alors, je vais partager mon écran pour vous donner les contacts. Alors voilà. Oui. Vas-y, Julie. On conclut. Par contre, je pense que tu n'as pas partagé l'écran, Carole. Ça y est. Oui. Alors, oui, effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu. Et si vous n'avez pas trouvé réponse au fil des échanges, n'hésitez pas à nous écrire sur la boîte contact@syndex.fr et les messages nous seront retransférés. Nous pourrons répondre à toutes vos questions suite à cette présentation. Si vous avez besoin de plus de renseignements également, vous pouvez nous contacter sur cette boîte contact@syndex.fr ou par téléphone au numéro qui s'affiche à votre écran. Comme le disait Carole en introduction, vous allez recevoir prochainement un mail pour vous informer, pour vous envoyer le lien du replay de ce webinaire si vous voulez le regarder à nouveau. Peut-être que ce serait beaucoup, mais en tout cas, vous pouvez le faire circuler à ceux qui n'ont pas pu être présents et peut-être dans vos équipes qui souhaitaient avoir une information sur le sujet. Vous aurez également dans le mail la présentation qui vous a été faite aujourd'hui, donc vous aurez trace du contenu. Vous pouvez également nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune information, les prochains webinaires, les prochaines campagnes. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.